L'histoire de deux jeunes cœurs a commencé dans les derniers 2 mois de l'année 2003. Liana Friedenbach et Philippe Caffé se sont aventurés dans une escapade romantique dans la nature. Leurs sentiments l'un pour l'autre s'épanouissaient depuis plusieurs mois, mais les murs de l'école étaient leur seul lieu de rencontre. Les parents s'opposaient strictement à leur relation en raison de leur âge. Les interdictions n'ont fait que pousser les jeunes à agir avec plus de détermination. Ils ont développé un plan élaboré. Philippe a raconté chez lui une randonnée avec des amis, tandis que Liana a informé sa famille d'un voyage à Il Habela avec le groupe de jeunes de l'église. La confiance parentale était gagnée, et devant les jeunes s'ouvrait la possibilité de passer toute une semaine ensemble. Leur choix s'est porté sur les zones reculées d'Ambuguaçu dans les environs du Grand São Paulo, Brésil. Ils rêvèrent d'un séjour paradisiaque à deux, mais le destin leur avait réservé une rencontre avec des personnes dont les intentions étaient tout sauf bonnes. Leurs rêves lumineux d'une aventure romantique se sont heurtés à la dure réalité. Pour les jeunes voyageurs, ce fut un moment de véritable triomphe. Ils pouvaient enfin être ensemble sans regard réprobateur et interdiction constante. Leur romance s'est développée entre les murs de l'école, car c'était le seul endroit où ils pouvaient se voir librement. La différence d'âge, Liana avait 16 ans et Philippe 19, est devenue une pierre d'achoppement dans les relations avec les familles. Le 31 octobre 2003, le couple s'est mis en route. Malgré leur budget modeste, ils ont trouvé une solution. Ils ont utilisé le droit au transport public gratuit vers São Paulo. Le voyage a commencé dans l'obscurité pour éviter les rencontres avec des connaissances. Jusqu'au petit matin du 31 octobre, les jeunes ont attendu à la gare routière de São Paulo. L'étape suivante les a conduits dans un autre bus. Vers 9 heures du matin, ils sont arrivés à Ambuguaçu, d'où un autre trajet les a menés au minuscule village de Santa Rita. Leur destination finale était un lieu reculé à proximité qu'ils devaient rejoindre à pied. Le coin de nature abandonné leur semblait l'endroit idéal pour leur intimité, une zone déserte loin de la civilisation. Les jeunes amoureux étaient d'eau convaincus d'avoir trouvé leur paradis. Le jeune couple a parcouru environ 4,5 km à pied avant de trouver l'endroit de repos idéal, un vieux bâtiment abandonné avec un toit intact. C'est ici qu'ils décidèrent d'établir leur camp temporaire. Liana et Philippe, enchantés par la beauté pittoresque de ce coin de nature, rêvèrent d'y passer une semaine entière, profitant de la compagnie de l'autre et de la beauté environnante. Sur le chemin vers l'endroit choisi, le couple traversa un petit village d'habitants locaux qui menait une vie très modeste dans la forêt. L'apparence du couple attira involontairement l'attention des habitants. Des vêtements élégants, plusieurs sacs coûteux et particulièrement la beauté frappante de Liana donnaient l'impression de citadins aisés voulant s'offrir une aventure en forêt. Au même moment, 2 locaux pêchaient à proximité. Paul César de Silva Marques, surnommé Pernambuco, et Roberto Aparecida Alves Scarloso, connu sous le nom de Champigna. Ils appartenaient à un petit groupe organisé par Champigna. Lorsqu'ils remarquèrent les jeunes gens installant leur camp dans un endroit isolé, les deux commencèrent à observer attentivement le couple. Dans leurs esprits, un plan malveillant se forma progressivement, qui se transforma bientôt en action concrète. Après s'être assurés que personne d'autre n'était aux alentours, ils décidèrent d'approcher le camp dans l'après-midi. Armés d'un outil tropical, les visiteurs indésirables surprirent le couple sans méfiance. Liana et Philippe, se trouvant dans une situation sans issue, ne purent se défendre. À l'origine, les visiteurs indésirables espéraient trouver des objets de valeur, supposant que des personnes d'apparence si aisée devaient porter de l'argent ou des bijoux. Bien qu'ils furent déçus dans leurs attentes,
ils n'abandonnèrent pas leurs intentions. Ils développèrent une nouvelle idée. Ils voulaient exiger une compensation matérielle pour la restitution des jeunes gens. Cependant, cela n'alla pas au-delà de considérations générales. Il manquait de perspicacité pour réfléchir aux détails de leur plan. Au début, le couple a été emmené dans une vieille maison abandonnée près de leur point d'arrêt. La pièce semblait peu attrayante et inhabitable, mais ce n'était que le début de leurs épreuves. Après un examen plus approfondi, les malfaiteurs ont décidé que cet endroit n'était pas assez sûr pour leurs objectifs. De plus, il n'y avait personne ici pour surveiller les personnes retenues. Alors ils se sont mis à la recherche d'une cachette plus appropriée. Liana et Filippo ont bientôt été transférés dans une autre pièce qui se trouvait également dans cette zone. Le propriétaire de cet endroit était une connaissance des criminels qui les a rejoints plus tard. Malgré la présence du propriétaire de la maison, la situation ici n'était pas meilleure qu'avant. Le désordre régnait partout. La pièce était dans un état extrêmement négligé. Néanmoins, cet endroit semblait plus approprié aux malfaiteurs pour leur plan. Liana a raconté qu'elle venait d'une famille aisée et a suggéré de demander de l'argent pour sa libération. C'était la vérité. Elle était la fille du célèbre avocat Harry Friedenbach. Sa famille jouissait d'une bonne réputation et occupait une position importante dans la ville. Les malfaiteurs étaient enthousiasmés par la perspective de recevoir une grosse somme pour le couple. Probablement, la suggestion de Liana a prolongé sa vie, mais en même temps, aussi ses épreuves. Ils ont été logés dans différentes pièces de la maison. Cette nuit-là, Pernambuco et Champigny ont infligé de grandes souffrances à Liana, tandis que Filippo se trouvait derrière le mur et ne pouvait pas aider en raison de sa liberté de mouvement limitée. L'aube du lendemain les surprit dans la forêt. Pernambuco et Champigny conduisirent les jeunes gens profondément dans les fourrés. Le destin décida que Liana ne serait pas la première à terminer son chemin. À un moment donné, Pernambuco et Philippe se séparèrent du groupe principal et s'enfoncèrent plus profondément dans la solitude de la forêt. Bientôt, une détonation brisa le silence matinal. Plus tard, les habitants locaux découvrirent une trace de ces événements dans un ravin, sur un sentier forestier, non loin de l'endroit où les jeunes gens étaient en retenue. Tout se passa dans les profondeurs de la forêt. Lorsque les malfaiteurs apprirent l'origine modeste du jeune homme, ils réalisèrent qu'il n'y avait aucun espoir de gain matériel. De plus, ils pouvaient causer des difficultés supplémentaires, alors ils décidèrent d'agir immédiatement. Liana était à l'écart, mais la détonation parvint jusqu'à elle. Un pressentiment inquiétant indiquait que quelque chose d'irréversible s'était produit. À la question sur la localisation de Philippe, Champy répondit que le jeune homme avait été libéré. Mais la jeune femme sentait que ce n'était pas la vérité. Elle comprit qu'un tel risque aurait été injustifié pour les malfaiteurs. À ce moment-là, elle n'était pas encore consciente du peu de temps qu'il lui restait. Quand Pernambuco revint, Liana se retrouva seule avec 2 criminels. Ils n'essayèrent même pas de contacter son père pour l'argent. Ils ne savaient tout simplement pas comment le faire en toute sécurité. Les criminels inexpérimentés, qui espérèrent de l'argent facile, échouèrent même à cette tâche. Maintenant, ils réfléchissaient à ce qu'ils devaient faire de Liana. La beauté de la jeune femme les attirait. Des pensées de la garder avec eux émergèrent. Mais la peur d'être découvert indiquait que cela ne pouvait pas continuer longtemps. 3 jours après le départ de Liana, son père fit une découverte inquiétante en essayant de contacter sa fille. Elle n'était pas avec le groupe d'église de ses amis comme supposé initialement. L'homme était extrêmement inquiet lorsqu'il apprit la disparition secrète des amoureux. Il était particulièrement préoccupant que ni sa fille, ni son élu n'étaient rejoignables. À ce moment-là,
Les parents ne soupçonnaient pas encore la grave situation dans laquelle se trouvait leur fille. En tant qu'avocat, Harry utilisa ses contacts professionnels pour suivre les mouvements de sa fille. Il s'avéra que le couple était allé dans la forêt près de Santa Rita. Le dernier signal du téléphone de Liana provenait de là. Une amie confirma cette information, bien qu'elle ne connaisse pas l'emplacement exact du camp des jeunes. Le père inquiet s'adressa aux autorités policières et signala la disparition du jeune couple. L'avocat utilisa ses connexions pour accélérer la recherche dans la dite forêt. L'équipe de sauvetage arriva rapidement dans la zone que les amis des disparus avaient mentionnée. Sur place, ils trouvèrent un camp abandonné avec une tente endommagée et des objets éparpillés. La situation semblait suspecte. La tente avait été coupée avec un objet tranchant et non endommagé par des causes naturelles. Il était évident que des étrangers étaient impliqués dans la disparition. Sur place, on trouva les effets personnels de Liana, vêtements, portefeuille et un téléphone déchargé. Pendant ce temps, Antonio Cantana Silva et son ami Anayaldo Pérez arrivèrent dans un lieu inconnu. Champigno présenta la jeune femme présente comme sa compagne et invita son ami à se joindre à eux. Lorsque la situation prit un tournant particulièrement grave, le père de Liana décida d'attirer l'attention de la presse nationale sur l'incident. Plus l'affaire attirait l'attention du public, plus l'opération de recherche s'intensifiait. Grâce à un entrepreneur compatissant, profondément touché par cette histoire, une opération aérienne de diffusion d'informations put être organisée. Depuis son hélicoptère privé, 5000 tracts avec des photos de Liana et Philippa furent distribués sur la région. Le groupe de recherche travaillait activement dans les communautés locales, diffusant des informations sur les jeunes disparus. Une récompense substantielle était offerte pour toute information utile. Certains résidents ont confirmé avoir vu les jeunes dans la forêt, mais ces déclarations n'ont fourni aucune piste concrète. Pendant que les volontaires et les équipes professionnelles de recherche enquêtaient sur la zone autour du campement découvert des jeunes, le groupe criminel, craignant d'être découvert, quitta précipitamment la zone boisée. Ils déménagèrent dans la maison d'Antonio Matios de Boros. Dans une tentative de simuler une vie normale, ils allèrent pêcher. Champigna partagea même son pull avec Liana. Le soir, le frère aîné de Champigna leur rendit visite, les parents étant inquiets de la longue absence de leur fils. Lors de la rencontre avec son frère, Champigna présenta à nouveau Liana comme sa petite amie. Il était visiblement fier de cette invention, tandis que la jeune fille restait assise en silence, sans lever les yeux. Le frère comprit la vraie situation, mais décida de garder le silence. Pendant la conversation, le frère informa de la vaste opération de recherche dans la région, ce qui inquiéta sérieusement le groupe. En réalisant la proximité des groupes de recherche, ils décidèrent de changer urgemment d'emplacement. Champigna annonça à tous qu'il emmènerait la jeune fille à la gare routière. Tôt le matin du 5 novembre 2000 à Arroy, ils prirent la direction de la gare, s'enfonçant profondément dans la forêt. Cependant, Champigna avait des intentions bien différentes. Il ne voulait pas laisser de témoins. Après l'incident, Champigna est rentré précipitamment chez lui. Après s'être changé, il a soigneusement caché les preuves dans un vieux puits à côté de sa maison, espérant qu'elles ne seraient jamais découvertes. Le 10 novembre, 5 jours plus tard, cependant, une jeune femme a été trouvée dans la forêt. Elle portait encore le même sweat à capuche qui appartenait à Champigna. L'examen a révélé des traces biologiques dessus. Les forces de l'ordre ont mené une enquête approfondie et ont reconstitué les mouvements de tous les impliqués. Ils ont fouillé chaque cabane où les suspects s'étaient dos rendu, ce qui a aidé à identifier tous les participants à l'incident. Les enquêteurs ont pu rapidement déterminer l'emplacement de tout le groupe. Après l'arrestation, des preuves importantes ont été trouvées lors de la perquisition de la maison de Champigna.
L'examen a confirmé des traces à la fois de Champigna et de Liana. Lors de l'interrogatoire, le jeune homme a parlé de ses actes avec une franchise inattendue. Selon ses mots, il avait immédiatement remarqué Liana et voulait qu'elle ne soit qu'à lui. Cependant, en raison des mesures actives des forces de l'ordre, la situation est devenue incontrôlable. Il s'est avéré que Champigna, âgé de 16 ans, dirigeait le groupe, bien qu'il soit le plus jeune des impliqués. Les autres étaient déjà majeurs. Il est notable qu'il avait le même âge que Liana. Selon la législation de l'État, en raison de son jeune âge, Champigna a été placé dans un établissement spécial pour jeunes dans le nord de São Paulo. Selon la loi en vigueur, il doit y rester jusqu'à l'âge de 21 ans. Le procès dans cette affaire sensationnelle n'a commencé qu'à la mi-2006. Le tribunal a condamné le propriétaire du premier bâtiment où Liana était détenue, Antonio Caetana de Silva, à 124 ans d'isolement de la société. Il a été reconnu coupable d'avoir participé à une série de crimes contre la jeune femme. Analdo Pires a reçu une peine de 47 ans pour des actes similaires. Antonio Matias de Barras a été condamné à 7 ans et 9 mois pour complicité et dissimulation d'éléments importants de l'enquête. Le procès contre les principaux impliqués, Pernambuco et Champigny, s'est prolongé jusqu'à l'automne 2007. L'histoire a atteint une grande attention publique au Brésil en raison de l'activité médiatique du père de Liana. La société a été choquée par les actions des jeunes délinquants envers le jeune couple. Par décision de justice, Pernambuco a reçu 110 ans de prison. La situation avec Champigny s'est avérée plus complexe. Le jeune leader du groupe se trouvait dans un établissement pour mineurs. Son comportement inhabituel et son excitabilité accrue ont conduit à plusieurs examens par des spécialistes, organisés par la défense. Les avocats ont également souligné les conditions difficiles dans lesquelles Champigny a grandi dans une famille à faible revenu. Chez le jeune délinquant, des particularités de développement et un trouble spécifique de la personnalité ont été identifiés. Chacune de ces particularités peut influencer le comportement d'une personne, et leur combinaison complique l'adaptation sociale. En conséquence, Champigny a été transféré dans un établissement médical spécialisé où sont réhabilitées les personnes ayant des particularités mentales. La législation ne prévoyait pas de mesures plus strictes dans son cas. La décision judiciaire a déclenché une vague d'indignation publique en raison de ce qui était perçu comme une peine trop clémente. Les gens réclamaient une sentence plus sévère et un isolement plus long du criminel de la société. L'indignation des citoyens est devenue le catalyseur d'une révision du système juridique existant. Cependant, les nouveaux changements n'ont eu aucun impact sur l'affaire Champigny, car l'incident s'est produit avant leur adoption. Actuellement, il reste dans un établissement médical spécialisé sous la supervision de professionnels. Le gouvernement régional a pris en charge sa subsistance. Il est notable que Champigny lui-même ne montre aucun signe de reconnaissance de la gravité de ses actes. Entre-temps, il a présenté à plusieurs reprises des demandes de libération, affirmant que le traitement avait montré des résultats positifs et qu'il ne représentait plus un danger pour les autres. Les tribunaux de 3 niveaux ont systématiquement rejeté ces demandes. De plus, son comportement n'a montré aucun signe d'amélioration. Un incident significatif s'est produit en l'an 2007 lorsqu'il a tenté de quitter l'établissement sans autorisation aux premières heures du matin. Il s'est avéré qu'il avait un complice à l'intérieur de la clinique avec qui ils ont utilisé une échelle pour franchir le mur de 7 mètres de haut. Grâce au travail rapide des forces de l'ordre, il a été retrouvé après 11 heures, évitant ainsi d'éventuelles conséquences. Après cet incident, il a été ramené à l'établissement médical. Malgré la gravité de ses délits, l'hébergement de Champigny s'est avéré très confortable. Le 17 décembre 2007, des journalistes d'une chaîne de télévision ont préparé un reportage sur son séjour dans l'établissement et ont montré sa vie quotidienne. Il disposait d'une chambre confortable avec un canapé moelleux et une grande télévision de 29 pouces.
Les repas sont fournis 5 fois par jour, selon un menu individuel élaboré par un conseiller nutritionnel professionnel. Ces conditions d'hébergement diffèrent considérablement des circonstances dans lesquelles se trouvaient les personnes touchées par ces actions. Durant ces années, le gouverneur en exercice a déclaré publiquement la nécessité de placer Champigny dans un établissement spécialisé. Selon ses paroles, c'était la seule façon de protéger la société en maintenant l'état du patient sous la surveillance de spécialistes. Les experts financiers ont calculé que le séjour de Champigny dans le centre médical nécessitait des dépenses publiques mensuelles d'environ 2 500 $ américains. Les juristes qui le représentaient ont insisté sur l'inconstitutionnalité d'un tel placement prolongé et ont exigé la libération de leurs clients. Pendant ce temps, les proches du jeune couple ne pouvaient pas assimiler ce qui s'était passé. Les événements de ce jour ont changé à jamais le destin de nombreuses personnes. Les parents de Liana se sont séparés sous le poids émotionnel. Ils ont longtemps lutté pour obtenir justice à travers les instances officielles. Au final, tous les impliqués ont été tenus responsables, sauf Champigny lui-même. Il a été placé dans un établissement médical avec des conditions dépassant son niveau de vie précédent. La situation a provoqué une large résonance publique. Des discussions ont commencé sur la nécessité d'abaisser l'âge de la responsabilité à 16 ans. Après de longs débats, où se sont exprimés tant les partisans que les opposants à l'initiative, ces changements ont été ancrés dans la loi. Champigny lui-même ne se trouve toujours pas dans un établissement pénitentiaire, mais dans un centre médical. Son séjour indéfini y est basé sur une ordonnance civile coordonnée entre la commission médicale et les autorités. Cette décision s'explique par l'avis des experts sur son état particulier. Un nouvel examen de ses actes envers le couple est impossible en raison du principe juridique qui interdit la double peine pour un même acte. Ainsi, Champigny reste sous surveillance médicale dans l'établissement médical confortable.